21 jours de silence. Elle pensait qu'elle me punissait, mais j'ai goûté à la liberté. Le 21e jour, je ne me suis pas excusé. J'ai déposé les papiers. Il y a 3 semaines, ma femme a complètement cessé de me parler. Et honnêtement, cela s'est avéré être la meilleure chose qui soit jamais arrivée à notre mariage. Enfin, la meilleure chose qui soit arrivée avant que j'y mette fin. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Ma femme avait cette approche qu'elle adorait utiliser chaque fois que je faisais quelque chose qu'elle désapprouvait, le traitement silencieux. Pas seulement quelques heures de silence, mais des jours, parfois des semaines de silence radio absolu. Pas de bonjour, non. Pas de comment s'est passée ta journée. Rien. Elle se promenait dans notre maison de banlieue comme si j'étais invisible, prenant ses repas sans mettre de couvert pour moi, regardant la télévision avec le volume juste assez fort pour que je sache qu'elle m'ignorait délibérément. Cette fois, cela a commencé pour quelque chose de ridicule. Je voulais retrouver des collègues pour regarder le match des séries éliminatoires dans un bar sportif. Juste un jeudi soir normal. Rien de fou. Quand j'en ai parlé pendant le dîner, elle a posé sa fourchette et m'a lancé ce regard. Alors, tu préférerais passer du temps avec tes copains de boisson plutôt qu'avec ta femme. J'ai essayé de lui expliquer qu'il ne s'agissait pas de choisir quelqu'un d'autre à sa place. Je voulais juste regarder le match avec des amis, mais elle avait une façon de tout déformer. Selon elle, vouloir une vie sociale en dehors de notre mariage signifiait que je n'accordais pas de valeur à notre relation. Dieu m'interdise de vouloir boire une bière et regarder le basketball sans ses commentaires sur la violence et la stupidité des sports. Elle a dit en se levant de table, d'accord. Va passer ta petite soirée entre garçons. Ne t'attends pas à ce que je t'attende. J'aurais dû reconnaître le piège, mais j'étais fatigué de marcher sur des œufs. En fait, je pense que j'irai quand même. Merci de ta compréhension. C'était tout. La conversation qui a déclenché 3 semaines de silence absolu. Pendant les premiers jours, j'ai fait ce que je faisais toujours. Je me suis excusé. J'ai essayé de m'expliquer. Je lui ai apporté du café le matin. J'ai demandé si elle voulait parler. J'ai proposé d'annuler mes futurs projets avec des amis. La routine habituelle où je suppliais essentiellement le pardon pour le crime d'avoir une vie sociale. Mais cette fois, elle ne cédait pas. Elle avait perfectionné cette approche au cours de nos 5 années de mariage. Le traitement silencieux était sa stratégie de prédilection, et cela fonctionnait généralement. Je cédais en une semaine, parfois moins, acceptant toutes les limites qu'elle voulait imposer juste pour qu'elle recommence à parler. Sauf que cette fois, c'était différent. Peut-être que j'étais simplement épuisé après des années de ce cycle. La dispute, le traitement silencieux, mes tentatives désespérées de réparer ce que j'avais apparemment cassé, puis son gracieux pardon accompagné d'une liste de nouvelles règles sur ce que je ne pouvais plus faire. J'ai réalisé qu'elle ne me donnait pas seulement le traitement silencieux. Elle me donnait de l'espace pour réfléchir. Et plus j'y pensais, plus je commençais à remarquer des choses que j'avais été trop occupé à m'excuser pour voir, comme la façon dont elle avait réussi à éliminer la plupart de mes amitiés au fil des ans. Ce n'était jamais direct. Elle faisait juste des commentaires sur le temps que je passais avec ces gens ou sur le fait qu'ils étaient de mauvaise influence. Quand je rentrais à la maison après avoir passé du temps avec quelqu'un, elle était froide et distante jusqu'à ce que je me sente suffisamment coupable pour refuser la prochaine invitation, ou comment elle m'avait convaincu que mes passe-temps étaient inconsidérés. J'adorais regarder des séries policières, mais selon elle, elles étaient trop dérangeantes. Elle s'asseyait là, soupirant et commentant à quel point c'était sombre et déprimant jusqu'à ce que je change de chaîne juste pour éviter le drame. L'abonnement à la salle de sport que j'ai pris l'année dernière, elle a découragé cela aussi. Chaque fois que je mentionnais l'entraînement, elle me disait à quel point j'étais déjà parfait et qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais besoin de changer quoi que ce soit à mon sujet. Cela ressemblait à du soutien jusqu'à ce que je réalise qu'elle se sentait menacée par l'idée que je m'améliore ou que je passe du temps ailleurs qu'avec elle. Mais maintenant, avec son refus de me parler, j'avais cette étrange liberté que je n'avais pas connue depuis des années. Je pouvais regarder ce que je voulais à la télévision. Je pouvais envoyer des SMS à mes anciens amis sans être interrogé plus tard. Je pouvais aller à la salle de sport sans culpabilité. Et vous savez quoi? Pour la première fois depuis des années, je ne me promenais plus dans ma propre maison en ayant l'impression d'être sur le point de déclencher une autre dispute. Le 10e jour de son traitement silencieux,
j'ai commencé à comprendre quelque chose qu'elle n'avait probablement jamais eu l'intention que je découvre. Ce n'était pas une punition. C'était un aperçu de ce à quoi ma vie pourrait vraiment ressembler. À la fin de la première semaine, j'avais pris une décision qui aurait semblé impossible quelques jours plus tôt. J'ai arrêté d'essayer de réparer ce qui était soi-disant cassé entre nous. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai vécu comme je voulais vivre. La première chose que j'ai faite a été d'envoyer un SMS à un copain du travail à propos de ce match de basket-ball à venir. Celui auquel elle aurait trouvé 50 raisons pour que je n'y assiste pas. En 1 heure, nous avions des plans pour le week-end. Pas de négociation, pas de culpabilisation, pas d'explication requise. Ce soir-là, je me suis installé dans mon fauteuil inclinable avec une bière et j'ai allumé une de ces séries policières dont elle se plaignait toujours. La maison était silencieuse, à l'exception de la télévision, et pour la première fois depuis des mois, je pouvais vraiment me détendre. Pas de commentaires sur le contenu dérangeant. Pas de soupirs bruyants de l'autre côté de la pièce. Pas de suggestions passives-agressives pour changer de chaîne. Elle a traversé le salon 2 fois pendant que je regardais. Chaque fois, faisant connaître sa présence en réarrangeant inutilement des choses sur la table basse ou en fermant bruyamment les portes des placards dans la cuisine. J'ai gardé les yeux rivés sur l'écran. Si elle voulait jouer au jeu de l'invisibilité, je pouvais y jouer aussi. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose qui aurait déclenché une dispute massive juste une semaine plus tôt. Je me suis inscrit à un abonnement à la salle de sport locale, la même que j'avais mentionné vouloir rejoindre il y a des mois, à l'époque où elle m'avait convaincu que j'étais parfait tel que j'étais et que je n'avais pas besoin de dépenser de l'argent pour des objectifs de fitness. Quand je suis rentré ce soir-là avec le sac de sport que j'avais acheté, elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle a jeté un coup d'œil au sac et j'ai vu sa mâchoire se crisper, mais elle a maintenu son traitement silencieux. Parfait. Je suis monté pour enfiler mes vêtements de sport. À la salle de sport, j'ai rencontré un autre gars de mon ancien groupe d'amis, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an. Nous avons fini par nous entraîner ensemble, et il m'a dit qu'il se demandait ce qui m'était arrivé. Apparemment, j'avais juste disparu de leur cercle social sans explication. Je savais ce qui s'était passé. Chaque fois qu'il m'invitait quelque part, elle avait une raison pour laquelle je ne pouvais pas y aller. Un dîner qu'elle avait déjà prévu, une obligation familiale qui apparaissait mystérieusement, ou simplement le fait qu'elle avait eu une journée très difficile et avait besoin que je rentre à la maison. Mais ce soir-là, quand il m'a invité à manger un morceau après notre entraînement, j'ai dit oui, juste comme ça. Pas de vérification auprès de quiconque, pas d'explication élaborée sur pourquoi je pourrais ne pas être disponible. J'étais un adulte faisant des plans avec un ami. Nous sommes allés dans un restaurant de hamburgers local en ville. Rien de chic, juste de la bonne nourriture et une conversation facile. Il m'a parlé de son nouveau travail, de sa petite amie, de quelques amis communs avec qui j'avais perdu contact. Des choses normales, une conversation d'adulte sans que quelqu'un surveille chaque mot ou prenne des notes mentales pour une critique ultérieure. Quand je suis rentré vers 21 heures, elle était déjà montée. Je pouvais entendre du bruit dans la chambre, probablement juste assez pour me faire savoir qu'elle était consciente de mon arrivée tardive. J'ai pris une autre bière et j'ai regardé les meilleurs moments du match de fin de soirée. La deuxième semaine a commencé avec l'établissement d'une routine que je n'avais pas eue depuis des années. Salle de sport avant le travail. Prendre réellement ma pause déjeuner au lieu de manger à mon bureau et avoir des plans presque tous les soirs. Non pas parce que j'essayais de l'éviter, mais parce que je me souvenais de ce que j'aimais faire. Mardi soir, dîner avec 2 copains de fac qui avaient renoncé à m'inviter il y a des années. Mercredi, je suis resté tard à la salle de sport et j'ai essayé ce cours de boxe que j'avais toujours voulu prendre. Jeudi, c'était le match de basketball que j'avais voulu voir 3 semaines plus tôt. Chaque soir quand je rentrais, elle était là, maintenant son silence mais observant tout ce que je faisais. Je pouvais voir sa frustration grandir de jour en jour. Cela ne se déroulait pas selon son scénario habituel. Normalement, à ce stade, j'aurais craqué. Je l'aurais assise et j'aurais supplié pour une autre chance de m'expliquer, promis de faire mieux, et accepté toutes les restrictions qu'elle voulait imposer à ma vie sociale. Mais je ne faisais rien de tout cela. Au lieu de cela, je découvrais quelque chose d'intéressant sans sa critique et son contrôle constant. Je commençais à nouveau à profiter de ma vie. J'avais oublié ce que cela faisait de faire des plans spontanés,
d'avoir des conversations sans traverser un champ de mines de déclencheurs potentiels, de rentrer à la maison en me sentant plein d'énergie au lieu d'être épuisé. Le vendredi de la 2e semaine, j'étais de la meilleure humeur que j'ai eue depuis des mois. J'avais perdu quelques kilos grâce à la routine de la salle de sport, renoué avec des amis qui semblaient sincèrement heureux de me revoir, et redécouvert des passe-temps que j'avais abandonnés pour maintenir la paix dans notre mariage. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'amuser un peu avec la situation. Je suis passé au magasin et j'ai acheté une boîte de chocolat cher, du genre qu'elle aimait vraiment, pas les trucs bon marché. Quand je suis rentré à la maison, je les ai laissés sur le comptoir de la cuisine avec une note qui disait « Les meilleurs 21 jours de ma vie ». Je comprends enfin pourquoi les moines font vœu de silence. Je les ai laissés là et je suis monté prendre une douche. Quand je suis redescendu, les chocolats avaient disparu, mais la note était toujours là. Elle l'avait lu et avait pris les chocolats, mais elle ne pouvait pas répondre sans rompre son précieux traitement silencieux. Pour la première fois de notre mariage, j'avais le dessus, et je ne faisais que commencer. La note avec les chocolats a touché exactement le nerf que je visais. Au cours des jours suivants, je pouvais sentir sa frustration monter comme la pression dans une cocotte minute. Elle arpentait la maison un peu plus fort, claquait les portes avec un peu plus de force, et trouvait des moyens de plus en plus créatifs de me faire savoir qu'elle était furieuse sans réellement parler. Mais voici le truc avec les traitements silencieux. Quand vous arrêtez de vous en soucier, ils deviennent le problème de quelqu'un d'autre, pas le vôtre. J'ai redoublé d'efforts sur tout ce qui la rendait apparemment folle. Ma routine matinale incluait désormais des shakes protéinés, ce qui signifiait utiliser le mixeur à 6h30 du matin. Elle apparaissait dans la cuisine avec la frustration dans les yeux. Mais comme elle ne pouvait pas se plaindre sans rompre son silence, elle prenait juste son café et disparaissait à l'étage. La salle de sport était devenue non négociable. Chaque jour après le travail, parfois même pendant les pauses déjeuner, j'obtenais des résultats aussi. Mes vêtements m'allaient mieux. J'avais plus d'énergie, et je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le genre de sommeil que vous obtenez lorsque vous n'êtes pas constamment stressé par le risque de marcher sur des mines émotionnelles. Mon calendrier social était plus rempli qu'il ne l'avait été depuis l'université. Football du dimanche après-midi avec les gars, soirée poker les mercredis, happy hours les vendredis qui restaient réellement joyeux parce que personne ne m'envoyait de SMS toutes les 20 minutes pour me demander quand je rentrais à la maison. Elle détestait tout ça. Je pouvais le voir dans la façon dont elle me regardait me préparer à sortir. La façon dont elle se positionnait dans la pièce où je m'habillais, voulant clairement dire quelque chose, mais piégée par sa propre stratégie. La meilleure partie était à quel point ses tentatives de perturber ma routine étaient devenues évidentes. Elle avait soudainement besoin d'aide pour quelque chose juste au moment où je me dirigeais vers la salle de sport. Elle se mettait à cuisiner des dîners élaborés exactement à l'heure où je retrouvais habituellement des amis pour un verre. Elle développait de mystérieuses migraines ou avait de mauvaises journées qui, historiquement, m'auraient fait annuler mes plans pour rester à la maison et la réconforter. Mais je ne mordais plus à l'hameçon. Quand elle se présentait avec cette expression particulière qui me faisait autrefois demander ce qui n'allait pas, je prenais juste mes clés et je sortais. Ses problèmes étaient devenus exactement cela. Ses problèmes. Au milieu de la 3e semaine, j'ai réalisé que j'étais fondamentalement différent de ce que j'étais un mois plus tôt. Pas seulement physiquement, bien que la routine de la salle de sport portait ses fruits. Mentalement, j'étais plus vif, plus confiant. Je prenais des décisions sans me demander comment elles affecteraient son humeur. J'avais des conversations sans me préparer mentalement à l'interrogatoire qui suivrait. Je me suis souvenu de qui j'étais avant de passer 5 ans à gérer les émotions de quelqu'un d'autre. C'est là que ça m'a frappé. Ce n'était pas temporaire. Je ne voulais pas revenir en arrière. Éviter les amis qu'elle désapprouvait. Faire semblant d'apprécier la vie qu'elle avait conçue pour nous. Le traitement silencieux destiné à me punir m'avait accidentellement donné une feuille de route vers la liberté. Et maintenant, je devais rendre cette liberté permanente. J'ai commencé à prêter attention à des détails que j'avais ignorés pendant des années. Comme le fait que la maison était à mon nom parce que je l'avais achetée 2 ans avant notre mariage. Que la plupart de nos comptes joints étaient principalement financés par mes revenus. Que la voiture qu'elle conduisait tous les jours était à mon nom. Ce n'étaient pas des pensées vengeresses. C'étaient des observations pratiques de quelqu'un qui commençait à comprendre que cette relation avait une date d'expiration et que je devais être prêt quand cette date arriverait. J'ai aussi commencé à remarquer à quel point j'étais isolé.
La plupart de mes anciens amis avaient cessé d'appeler il y a des années, probablement fatigués que je refuse les invitations ou que je parte tôt parce qu'elle avait besoin que je rentre à la maison. Ma famille ne nous voyait peut-être que 2 fois par an parce qu'elle trouvait toujours des raisons de sauter les rassemblements ou d'écourter les visites. Mais en quelques semaines de vie sans son approbation, j'avais renoué avec des gens qui semblaient sincèrement apprécier ma compagnie. Des gens qui ne critiquaient pas mes choix ou ne me culpabilisaient pas d'avoir des intérêts en dehors de notre relation. Le contraste était impossible à ignorer. Le 18e jour, j'ai refait le coup du chocolat. Cette fois, j'ai laissé une note différente. Jour 18. Je commence à penser que ce truc du traitement silencieux pourrait être ta meilleure idée jusqu'à présent. Merci pour la clarté. Je ne la provoquais plus seulement. Je disais la vérité. Son traitement silencieux m'avait donné la clarté de voir notre mariage pour ce qu'il était vraiment. Une longue et lente suffocation de tout ce qui faisait de moi qui j'étais. Quand je suis rentré de la salle de sport ce soir-là, je pouvais l'entendre au téléphone à l'étage, parlant probablement à sa sœur ou à sa mère de quel mari terrible j'étais. Je doute qu'elle expliquait comment sa stratégie avait si spectaculairement échoué que son mari s'épanouissait sans son attention. Il me restait 3 jours de silence pour décider exactement comment je voulais que cela se termine, parce que cela allait définitivement se terminer. Le jour 19 a tout changé. Non pas à cause de quelque chose qu'elle a fait, mais à cause d'une conversation que j'ai eue avec mon avocat. Je l'ai appelé ce matin-là de mon bureau, soi-disant pour demander une mise à jour de mon testament. Mais 20 minutes après le début de la conversation, je me suis retrouvé à poser des questions différentes. Des questions sur la division des biens, les délais de divorce, les droits de quelqu'un vivant dans une maison qu'il ne possède pas. Il était professionnel. Il n'a pas demandé de détails, il a juste exposé les faits. La maison était à moi, achetée avant le mariage, donc c'était ma propriété distincte. La voiture qu'elle conduisait était à mon nom. Notre compte chèque joint pouvait être fermé par l'une ou l'autre des parties. Elle aurait 30 jours pour quitter les lieux si je donnais un préavis en bonne et due forme. Il a demandé si je prévoyais de déposer une demande. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le parking en bas. Je prévois d'être prêt. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 5 ans de mariage. J'ai examiné nos relevés financiers sans qu'elle le sache. Relevés bancaires, factures de carte de crédit, compte d'investissement. Tout ce que j'ai trouvé était éclairant. Au cours des 5 dernières années, elle avait contribué à environ 20% de nos dépenses ménagères. Son travail à temps partiel à la boutique de vêtements locale couvrait à peine ses achats personnels, qui se sont avérés être considérablement plus chers que je ne l'avais réalisé. La carte de crédit conjointe qu'elle utilisait pour les courses et les articles ménagers montrait des frais dans des magasins de vêtements haut de gamme, des restaurants chers avec ses amis, et des soins spa dont je n'avais jamais entendu parler. Je n'étais pas en colère pour l'argent. J'étais en colère pour le mensonge. Elle se positionnait comme une partenaire égale dans notre mariage tout en vivant de mes revenus et en critiquant la façon dont je choisissais de passer mon temps libre. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau compte chèque dans une autre banque, non pas pour cacher de l'argent, mais pour établir mon indépendance. Ensuite, j'ai mis à jour mon dépôt direct pour le diviser entre l'ancien compte joint et mon nouveau compte personnel. Elle aurait toujours accès à de l'argent, mais j'aurais la sécurité. Quand je suis rentré après avoir fait ses courses, elle était toujours dans la cuisine en train de se préparer à dîner pour une personne. Elle a jeté un coup d'œil aux documents bancaires que j'avais laissés sur le comptoir et j'ai vu quelque chose traverser son visage. Pas seulement de la colère cette fois, de l'inquiétude. Bien. Elle devrait être inquiète. Le jour 20 a apporté plus de préparatifs. J'ai appelé une entreprise de déménagement pour obtenir des devis pour l'emballage et le stockage. Non pas parce que je partais, c'était ma maison, mais parce que quelqu'un d'autre allait partir. J'ai programmé la consultation pour la semaine suivante, après la date limite de son traitement silencieux. J'ai aussi fait quelque chose qui semblait à la fois libérateur et final. J'ai appelé mon frère, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois parce qu'elle m'avait convaincu qu'il était trop négatif et semait toujours la zizanie. Il s'est avéré qu'il se demandait où j'avais disparu et était sincèrement heureux d'avoir de mes nouvelles. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure du travail, de ses enfants, des plans pour les prochaines vacances qui n'impliqueraient pas de marcher sur des œufs ou de partir tôt parce que quelqu'un avait du mal lors des réunions de famille. Il a dit avant que nous raccrochions que je semblais différent. Mieux, plus comme moi-même. Il avait raison.
Je redevenais moi-même, morceau par morceau, conversation par conversation, décision par décision. Ce soir-là, je me suis assis dans mon fauteuil inclinable avec une bière et mon ordinateur portable, à la recherche d'avocats spécialisés en divorce. Pas mon avocat d'affaires qui était excellent pour les contrats et les testaments, mais quelqu'un spécialisé en droit de la famille, quelqu'un qui pourrait me guider à travers le processus de manière efficace et équitable. J'ai mis 3 sites web en favoris et pris des notes sur les heures de consultation. Je ne me précipitais pas, mais je me préparais à l'inévitable, car c'est ce que c'était devenu, inévitable. Elle a traversé le salon pendant que je cherchais, se dirigeant probablement vers la cuisine pour l'un de ses encas de fin de soirée. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur, et je n'ai pas pris la peine de le fermer. Laissez-la voir. Laissez-la commencer à comprendre que son traitement silencieux avait des conséquences qu'elle n'avait pas prévues. Je pouvais la sentir planer près de la porte, essayant probablement de lire davantage ce que je regardais. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait rompre son silence sur le champ, demander ce que je faisais, ou exiger une explication, mais elle ne l'a pas fait. Elle a maintenu son engagement de ne pas parler, même si rester silencieuse l'affectait clairement. Parfait. Encore un jour dans cette mascarade, et ensuite je lui montrerai exactement ce que j'avais accompli pendant ces 3 semaines de silence. Demain serait le 21e jour, le jour où sa stratégie était censée se terminer et notre routine normale était censée reprendre. Le jour où j'étais censé m'excuser, promettre de faire mieux, et me soumettre à toutes les nouvelles restrictions qu'elle déciderait d'imposer. Au lieu de cela, demain serait le jour où je lui remettrais les papiers du divorce et un préavis de 30 jours pour quitter ma maison. Son traitement silencieux allait prendre fin, mais pas de la manière dont elle l'avait prévu. Le jour 21 est arrivé comme le matin de Noël, sauf que c'était moi qui portais les cadeaux. Je me suis réveillé tôt, je suis allé à la salle de sport pour ce qui était devenu ma routine matinale standard, et je suis rentré pour la trouver dans la cuisine en train de faire du café. Elle m'a regardé avec attente, attendant probablement un signe que les 21 jours étaient officiellement terminés et que j'étais prêt à faire amende honorable. Au lieu de cela, j'ai versé mon propre café, pris les ingrédients pour mon shake protéiné, et commencé ma routine matinale habituelle. Le mixeur était particulièrement bruyant ce matin-là. Elle maintenait toujours le silence, mais je pouvais la sentir me regarder, attendant que je fasse le premier pas vers la réconciliation. C'est comme ça que ça fonctionnait habituellement. Elle me brisait avec des jours ou des semaines de froideur, puis me permettait gracieusement de m'excuser et de promettre de faire mieux. Pas aujourd'hui. Je suis allé au travail, j'ai géré mes responsabilités habituelles, et j'ai rencontré mon avocat pendant le déjeuner pour récupérer les papiers que j'avais demandés. Demande de divorce, accord de règlement des biens, et un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Tous préparés professionnellement, tous juridiquement solides. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était dans le salon à regarder une de ses émissions de télé-réalité. Les mêmes émissions qu'elle me critiquait toujours de ne pas aimer, prétendant qu'elles étaient en dessous de notre niveau intellectuel. Drôle de voir comment ces normes avaient glissé pendant son traitement silencieux. Je suis passé devant elle sans la saluer et je suis allé à la cuisine pour me préparer à dîner, tout comme je l'avais fait pendant 3 semaines. C'est alors que je l'ai entendue se lever du canapé. Ses pas ont suivi dans la cuisine où elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte comme si elle rassemblait son courage pour quelque chose. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai sorti les ingrédients pour un dîner de steak. Les bons steaks que je m'étais achetés, pas le poulet ou le poisson qu'elle insistait habituellement pour que nous mangions parce que la viande rouge était trop lourde. Sérieusement? C'était le premier mot qu'elle avait prononcé en 21 jours. Je n'ai pas levé les yeux de la marinade du steak. Sérieusement, quoi? Les notes avec les chocolats, l'attitude. Agir comme si tout cela était une grosse blague. Je me suis retourné lentement, rencontrant son regard pour la première fois en 3 semaines. Oh, nous parlons maintenant. Je pensais que nous jouions toujours au jeu du silence. Son visage est devenu rouge. Je ne jouais pas à des jeux. J'attendais que tu réalises ce que tu avais fait de mal et que tu t'excuses. Ce que j'ai fait de mal, j'ai répété comme pour tester les mots. Tu veux dire vouloir regarder un match de basketball avec des amis? Tu sais que ce n'était pas à propos du match. C'était à propos de tes priorités, de choisir d'autres personnes plutôt que ta femme. Voilà, le même scénario que nous avions joué des dizaines de fois. C'est là que j'étais censé m'excuser, expliquer qu'elle avait mal compris mes intentions, promettre de donner la priorité à ses sentiments avant tout le reste dans ma vie.
Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le comptoir où j'avais laissé une enveloppe manie ce matin-là. L'enveloppe que j'avais portée toute la journée en attendant ce moment précis. Tu avais raison, j'ai dit en sortant les papiers. C'était une question de priorité, et j'ai passé 3 semaines à déterminer exactement quelles étaient les miennes. Je lui ai tendu la demande de divorce. Elle l'a regardée comme si elle était écrite dans une langue étrangère. Qu'est-ce que c'est? La réponse. Tu voulais savoir à quoi ressemble le fait de choisir d'autres personnes plutôt que ma femme. C'est ça. Je me choisis moi-même. La couleur a quitté son visage alors qu'elle feuilletait les pages. Tu ne peux pas être sérieux. C'est pour une dispute stupide. Ce n'est pas pour une dispute. C'est pour 5 ans où tu as utilisé le silence comme un outil de contrôle. 5 ans où tu as sapé mes amitiés, critiqué mes intérêts, et m'a fait me sentir coupable d'exister en tant qu'être humain individuel. Elle a posé les papiers avec des mains tremblantes. Nous pouvons arranger ça. Thérapie de couple, conseil matrimonial, tout ce que tu veux. J'ai sorti le 2e jeu de papier. C'est un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. La maison est à mon nom, achetée avant notre mariage. Tu as 1 mois pour trouver un autre endroit où vivre. Maintenant, elle me regardait comme si j'avais 2 têtes. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Je vis ici. Tu vis ici parce que je l'ai permis. Tout comme tu avais des amis parce que je finançais ta vie sociale. Tu conduisais une voiture parce que je la payais. Et tu avais le luxe de travailler à temps partiel parce que je couvrais nos frais de subsistance réels. Ce n'est pas juste. J'ai contribué à ce mariage en faisant quoi? En surveillant mes amitiés, en critiquant mes passe-temps, en utilisant la manipulation émotionnelle chaque fois que je voulais faire quelque chose que tu désapprouvais. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Pour une fois dans notre relation, elle n'avait pas de réplique cinglante prête. Il y a 3 semaines, tu as cessé de me parler parce que je voulais regarder un match avec des amis. Tu pensais que tu me punissais. Au lieu de cela, tu m'as donné les 3 meilleures semaines de notre mariage. Tu m'as montré ce que la vie pouvait être sans ta désapprobation et ton contrôle constant. J'ai désigné les papiers dans ses mains. C'est le résultat de ton traitement silencieux. J'ai utilisé ce temps pour me souvenir de qui j'étais avant de passer 5 ans à gérer tes émotions. Je l'ai utilisé pour renouer avec des amis que tu avais éloignés. Je l'ai utilisé pour redécouvrir des intérêts que tu m'avais convaincu d'abandonner. C'est de la folie. Tu jettes notre mariage par-dessus bord pour rien. Je ne le jette pas. J'y mets fin. Il y a une différence. Elle pleurait maintenant. Mais ce n'étaient pas les larmes stratégiques qu'elle utilisait dans les disputes passées. C'étaient des larmes de panique. Le genre qui vient quand on réalise qu'on a mal calculé. S'il te plaît, pouvons-nous arranger ça? Je vais changer. Je te donnerai plus d'espace, plus de liberté. J'ai pris mon steak et je me suis dirigé vers le grill sur la terrasse arrière. Tu as eu 3 semaines pour rompre ton silence et t'excuser d'être déraisonnable. Au lieu de cela, tu as redoublé d'efforts dans ta stratégie. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Où suis-je censé aller? Je me suis arrêté à la porte. Tu te souviens de ta sœur? Celle qui te dit toujours que tu mérites mieux que moi. Peut-être qu'elle a une chambre d'amis. Ses premiers mots en 3 semaines avaient été des critiques et des exigences. Ces derniers mots alors que je fermais la porte de la terrasse derrière moi étaient des supplications désespérées. Je n'avais plus aucun désir d'entendre. Les 30 jours suivants ont été une masterclass sur la manière de tenir bon quand quelqu'un réalise qu'il a perdu tout son levier. Elle a tout essayé. Larmes, colère, marchandage, promesses de changement. Elle a même eu recours à dire qu'elle pourrait se faire du mal si j'allais jusqu'au bout avec le divorce. Cela m'a fait rire, ce qui n'était probablement pas la réaction qu'elle attendait. 5 ans de mariage, je lui ai dit. Et la seule fois où tu mentionnes te faire du mal, c'est quand tu risques de perdre l'accès à ma maison et à mon salaire. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur tes priorités. Elle a traversé les étapes du deuil comme si elle suivait un manuel. Le déni est venu en premier, où elle a agi comme si les papiers du divorce n'étaient que moi étant dramatique et que tout reviendrait à la normale une fois que je me serais calmé. Elle a continué à cuisiner pour 2, à faire ma lessive, essayant de se glisser à nouveau dans la routine qui avait fonctionné pour elle pendant des années.
J'ai commencé à faire ma propre lessive et à prendre la plupart de mes repas à l'extérieur ou chez des amis. Difficile de reprendre de vieilles habitudes quand je n'étais pas là pour y participer. La colère est venue ensuite. Elle me suivait dans la maison, énumérant tout ce qu'elle avait sacrifié pour notre mariage, tout ce qu'elle avait fait pour me rendre heureux, toutes les façons dont j'étais ingrat et égoïste. Selon elle, je jetais une relation parfaite parce que je traversais une sorte de crise de la quarantaine. Parfait pour qui? J'ai demandé lors d'une de ces tirades. Parce que je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti heureux ou détendu dans cette maison avant que tu ne commences ton traitement silencieux. Cela l'a fait taire pendant environ 12 heures. Le marchandage a été l'étape la plus difficile. Elle a proposé d'aller en thérapie, de changer son comportement, de me donner tout l'espace que je voulais. Elle a même suggéré que nous pourrions avoir un mariage ouvert si c'était ce dont j'avais besoin. N'importe quoi pour éviter de perdre son style de vie confortable. Tu proposes de régler des problèmes que tu as passé 5 ans à nier l'existence. J'ai souligné où était cette flexibilité quand je voulais juste boire une bière avec des amis. 2 semaines après son préavis de 30 jours, elle a essayé une approche différente. Elle a invité sa sœur pour ce qui était censé être une intervention. Je suppose que sa sœur ne m'avait jamais aimé. Elle lui disait toujours qu'elle pouvait faire mieux, l'encourageant toujours à être plus exigeante dans notre relation. Je suis rentré de la salle de sport pour les trouver toutes les deux dans mon salon, planifiant clairement une sorte de confrontation. La sœur a commencé avant même que je pose mon sac de sport, elle dit que tu la forces à partir sans nulle part où aller. Elle a un endroit où aller, j'ai répondu. Elle ne veut juste pas y aller parce que ce ne sera pas aussi confortable que de vivre ici sans contribuer équitablement. C'est aussi sa maison. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les documents de propriété. Son nom n'est pas sur l'acte de propriété. Son nom n'est pas sur l'hypothèque. Elle vit ici parce que je l'ai permis, pas parce qu'elle a un droit légal. La sœur avait l'air mal à l'aise. Eh bien, c'est ta femme. Pas pour longtemps. Et même si elle restait ma femme, elle a perdu le droit de vivre ici quand elle a décidé que le mariage consistait à me contrôler et à me punir au lieu de me soutenir. Elles ont essayé de se liguer contre moi pendant encore 20 minutes, mais j'avais eu 3 semaines pour m'entraîner à ne pas m'engager dans la manipulation émotionnelle. Je m'en suis tenu au fait. La maison était à moi. Le mariage était terminé. Elle avait 2 semaines de plus pour trouver un autre logement. Quand elles sont finalement parties, elle a tenté un dernier geste désespéré. Elle a proposé de signer un accord postnuptial, renonçant à toute réclamation sur mes biens si je la laissais simplement rester dans la maison. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je lui ai dit, ce n'est pas une question d'argent ou de biens. C'est le fait que je ne veux plus être marié avec toi. Tu as passé 5 ans à m'entraîner à croire que vouloir une indépendance de base faisait de moi un mauvais mari. Il a fallu 3 semaines de silence pour que je réalise que tu avais tort. La dernière semaine a été en fait paisible. Elle avait déménagé dans la chambre d'amis et avait cessé d'essayer de me faire changer d'avis. Peut-être qu'elle avait finalement accepté que sa stratégie avait complètement échoué. Peut-être qu'elle se concentrait simplement sur l'emballage et la planification de son prochain déménagement. J'ai passé cette semaine à m'assurer que la transition était propre. J'ai fermé nos comptes joints. Après avoir transféré sa moitié de l'argent, j'ai fait transférer le titre de sa voiture à son nom et je me suis assuré que l'assurance était à jour. J'ai même payé la caution pour l'appartement qu'elle avait finalement trouvé de l'autre côté de la ville. Non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que je voulais que cela se termine proprement. Pas de lien flottant, pas d'excuse pour un contact futur, aucune raison pour elle de prétendre que j'avais été injuste ou vindicatif. Le jour du déménagement, je l'ai aidé à charger ses affaires dans le camion, non par nostalgie ou remords, mais parce que je voulais m'assurer que tout ce qui lui appartenait partait avec elle. Quand le camion a été chargé et qu'elle était sur le point de partir, elle s'est retournée vers moi une dernière fois. Elle a dit, « J'espère que tu es heureux. » Ce n'était pas exactement une bénédiction, mais ce n'était pas exactement une malédiction non plus. Je le suis déjà, j'ai répondu. Pour la première fois en 5 ans, je me réveille en attendant avec impatience ma journée au lieu de m'inquiéter de l'humeur dans laquelle tu seras. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Après son départ, je suis resté dans mon allée et j'ai regardé ma maison. Ma maison où je pouvais regarder ce que je voulais à la télévision, où je pouvais inviter des amis sans permission. Où je pouvais aller à la salle de sport sans culpabilité.
Où je pouvais vivre sans calculer constamment comment mes choix affecteraient l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Le traitement silencieux destiné à me punir m'avait donné le plus grand cadeau possible. Il m'avait montré ce que c'était que d'être libre. Et une fois que vous vous souvenez de ce que la liberté ressent, il est impossible de retourner à un emprisonnement volontaire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à mon frère, barbecue ce dimanche. J'apporterai les steaks. Sa réponse est arrivée immédiatement. Il était temps. Tu m'as manqué. Ouais, je me suis manqué aussi. Commentaire. Salut tout le monde, je voulais vraiment partager cela parce que ça m'a touché personnellement. Je crois que nous méritons tous des relations où nous sommes respectés et valorisés chaque jour. Établir des limites claires ne consiste pas à repousser les gens, mais à protéger votre paix. Parfois, se donner de l'espace aide à voir les choses plus clairement et à commencer à guérir. Prendre en main votre bonheur est l'un des choix les plus stimulants que vous puissiez faire. Être d'abord bienveillant envers soi-même rend tellement plus facile de montrer une vraie bienveillance aux autres. Choisir le calme plutôt que la tension constante peut sembler effrayant au début, mais cela change vraiment tout. J'espère que cela vous encouragera à faire une pause et à réfléchir à ce qui vous semble juste dans votre propre vie. Vous portez déjà en vous la force de construire des liens qui semblent légers et fidèles à qui vous êtes. Continuons à nous soutenir mutuellement alors que nous choisissons la croissance et des voies plus saines.